Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Grand Dialogue de Studio Tamani. Notre thème de ce soir est action humanitaire. Quels sont les défis au Mali? Depuis 2012, le Mali est confronté à une crise sécuritaire qui a fait de nombreuses victimes, mais également de nombreux réfugiés et déplacés. Ils sont des centaines de milliers enregistrés dans le pays. Le nombre de personnes qui ayant besoin d'assistance humanitaire dans le pays continue de s'accroître de 5,1 millions en janvier 2021, il est passé à 7,5 millions de personnes en janvier 2022. L'action humanitaire n'a donc jamais été aussi nécessaire au Mali. Mais comment se déroule cette action humanitaire? Quels sont les défis? Comment se passe la coordination de cette action humanitaire? Nous aborderons toutes ces questions et bien d'autres avec nos invités au nombre de 3. Mahamadou Lamine Camara, chargé de mission au ministère délégué, chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés, des déplacés. Nouhoum Maïga, secrétaire général national de la Croix-Rouge malienne, et Ibrahima Kone, chargé de communication à OCHA, l'agence onusienne de coordination des actions humanitaires. Sikou Gadjigo va modérer ce débat. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Grand Dialogue. Bienvenue à vous, chers invités. Tout d'abord, je voudrais poser cette question à l'endroit de Mahamadou Lamine Camara, chargé de mission au ministère chargé de l'action humanitaire. Quelle est la situation humanitaire aujourd'hui au Mali? La situation, d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Je remercie aussi l'ensemble des auditeurs de Studio Tamani. Aujourd'hui, la situation humanitaire au Mali est un peu difficile. Difficile par rapport aux chiffres, parce que nous voulons avoir une situation beaucoup plus rose. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 36 000 Maliens qui sont aujourd'hui des déplacés, mais aussi il y a plus de 160 000 Maliens qui sont des réfugiés, qui sont dans les pays voisins. Donc du coup, l'État, à son niveau, essaie à travers le département en charge de l'action humanitaire de travailler avec les autres partenaires pour pouvoir résoudre le problème. Mais la situation sécuritaire, la situation économique maintenant, comme diraient les spécialistes, la situation de crise multidimensionnelle qui touche le pays fait qu'en réalité, ce n'est pas du tout facile. Mais au niveau gouvernemental, on essaie de travailler de torse avec les partenaires pour trouver des solutions idoines, franchement, pour que nos compatriotes puissent être à l'abri. Alors, Nouhoum Maïga, vous êtes de la Croix-Rouge malienne. Aujourd'hui, si on vous demandait de décrire la situation humanitaire au Mali, qu'est-ce que vous diriez? Merci beaucoup et merci pour cette opportunité effectivement de pouvoir échanger avec la population sur la situation humanitaire au Mali. Je crois que pour aller dans le sens de mon prédécesseur, je crois que la situation aujourd'hui est très instable. Instable, ça c'est le moins qu'on puisse dire, parce que aujourd'hui la crise qui a commencé depuis 2012 n'a fait que s'aggraver au cours des années. Et cela a engendré beaucoup de personnes déplacées, beaucoup de réfugiés. Mais pire que les déplacés et les réfugiés, ce sont les populations qui sont restées sur place, qui, depuis plusieurs années, ne parviennent pas à cultiver, ne parviennent pas à avoir leur bétail, c'est-à-dire à suivre les bétails, qu'ils ont perdu les bétails, ils ont perdu les moyens de vie et ils ne parviennent pas à cultiver. Donc ces gens sont dans une situation aussi précaire ou plus précaire que les populations qui se sont déplacées. Et on a aussi, en plus de cela, des populations hautes. Parce que quand les gens se déplacent, ils viennent aussi
dans certaines communautés, ils viennent chez les parents, ils viennent dans des communautés, et ces populations-là, c'est aussi des charges pour eux, à la fois de prendre en charge leur propre situation qui n'est pas rose, mais aussi des parents qui viennent s'ajouter à eux. Et donc, pour nous, la situation humanitaire aujourd'hui s'aggrave. Et maintenant, ce qui s'ajoute à cela, c'est la situation combinée des sanctions contre le pays, mais aussi de l'insécurité alimentaire qui s'aggrave. Cette année, on a eu une situation d'insécurité alimentaire sans précédent, en tout cas pour les 10 dernières années, où la période de soudure qui généralement commence au mois de mai, a commencé depuis le mois de février. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas pu cultiver et les animaux ont été enlevés par les groupes armés. D'accord, nous allons en parler quand on va développer ce thème. Ibrahima Kone, vous êtes d'OCHA, l'agence onusienne de coordination des actions humanitaires au Mali. Vous, est-ce que vous appréhendez la situation de la même façon que M. Camara et Maïga? Merci pour l'invitation. Et j'aborderai dans le même sens que mes deux prédécesseurs. Et la situation humanitaire est effectivement triste. Triste et détériorée quand même, en tout cas du constat de OCHA, qui travaille avec d'autres agences des Nations Unies, mais qui travaille aussi avec les ONG, aussi bien nationales qu'internationales. Mais nous travaillons aussi avec les services de l'État. Et comme ils l'ont dit, la situation est vraiment critique. Elle est critique en raison de tout ce qui a été évoqué, l'insécurité et le déplacement des populations. Mais elle est critique aussi parce que malgré tout ça, on est confronté à une autre difficulté qui est le sous-financement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'argent pour justement apporter des réponses à la hauteur des souhaits. Donc ça, c'est un grand défi. Mais malgré tout ce qui a été évoqué, problèmes sécuritaires, problèmes de financement, je dois dire qu'il y a de l'espoir. Parce que si on prend par exemple sur l'année 2021, malgré les contraintes sécuritaires, malgré les difficultés d'accès, malgré le sous-financement, les partenaires ont quand même pu assister plus de 2,8 millions de personnes sur une prévision initiale de plus de 4 millions. Donc ça donne de l'espoir, mais la situation est critique. On peut faire encore plus. Okay. La situation est critique, mais est-ce que, au regard de l'évolution du contexte sécuritaire, mais également des sanctions, certains l'ont abordé, est-ce qu'il y a des zones où la situation est beaucoup plus critique, ou bien finalement c'est tous les pays qui commencent à être concernés par... Alors forcément, quand on prend une situation critique, il y a toujours des plus vulnérables et des moins vulnérables. Mais on va dire que les sanctions ont aussi eu des impacts sur l'humanitaire de façon générale. Pas le côté économique, mais l'humanitaire. Les exemples sont multiples. Je peux donner comme premier exemple, on a l'habitude de mener des actions humanitaires à travers ce qu'on appelle le cash transfert. C'est-à-dire donner de l'argent aux personnes vulnérables qui vont payer justement ce dont elles ont réellement besoin. Donc ces activités de cash transfert, vu que les sanctions touchent un peu le système financier et le système bancaire, ces activités de cash transfert se retrouvent être impactées. Impactées dans la mesure où les partenaires ne peuvent pas débloquer facilement leur argent et tout le circuit financier en fait qui est impacté. Et ça c'est un exemple. Second exemple, les sanctions ont entraîné des difficultés en termes logistiques. Parce que c'est vrai qu'on a dit que, par exemple, les denrées de première nécessité ne sont pas concernées. Mais convenez avec moi que tout ce que nous utilisons dans le cadre humanitaire, tout ne se transporte pas par avion. Il y a beaucoup de choses qui se transportent par voie terrestre. Donc les sanctions ont entraîné des blocages et des retards justement dans la livraison du matériel des partenaires humanitaires. D'accord. Monsieur Camara, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des zones qui sont beaucoup plus concernées par cette situation critique sur lesquelles il faut mettre l'accent rapidement? Naturellement, il y a des zones qui sont beaucoup plus, plus difficiles que d'autres, qui ont été beaucoup plus frappées que d'autres, parce que quand vous prenez le centre du pays et le nord, et surtout le centre, dans ces 6 derniers mois, ça a été l'épicentre des déplacements.
C'est dans ces zones-là, en réalité, que les terroristes ont fait beaucoup plus de dégâts en demandant à la population de quitter leur localité, en leur demandant de ne pas cultiver, mais aussi en prenant les richesses qu'ils disposaient. Donc, du coup, la situation de l'embargo a fait que cela est devenu encore beaucoup plus grave. Parce qu'au-delà de tout ça, le fait qu'il y ait l'embargo et qu'il y a le fonds de l'État qui a été bloqué par l'IEMOA, ça a entraîné un peu des difficultés. Parce que l'achat que le gouvernement fait, cela est devenu un peu difficile. Donc les deux combinés, en réalité, a mis un petit coup de frein par rapport à l'action que le gouvernement mène. Mais il faut dire que malgré toutes ces difficultés, le fait que les gens commencent à avoir un peu de la sécurité à leur porte, les gens commencent à espérer. Parce que l'espoir aussi fait tenir les gens. Sinon, la difficulté est là, on le sait. Le gouvernement est au courant, il est en train de trouver des solutions par rapport à ça. Seul, mais aussi avec des partenaires. Et surtout pour des zones qui ont été beaucoup plus dans la zone d'insécurité. Mais au niveau des autres zones aussi, le fait que la pluviométrie n'a pas été bonne, ça aussi, ça engendrer aussi des difficultés dont il faudrait faire face. Comme un de mes précédents l'a dit, en fait, le fait que la pluviométrie n'a pas trop donné, il y a eu moins de céréales. Donc l'État est appelé aussi à venir en aide. Tout n'est pas lié à cette situation d'insécurité, mais il y a plus de facteurs qui se sont un peu engendrés pour pouvoir créer cette situation. D'accord. Mais que votre département qui est chargé de l'action humanitaire, concrètement, qu'est-ce que le gouvernement à travers votre département fait? Quel est votre rôle? Nous, notre département, c'est le département qui est le plus représenté au niveau de l'intérieur. Partout où vous partez au Mali, vous trouverez qu'il y a un de nos agents qui est sur le terrain. Ça facilite un peu les choses. Mais au-delà de tout ça, partout où nous avons senti qu'il y a problème, nous avons essayé à travers les partenaires comme OCHA, comme PAM, d'apporter un peu d'aide à la population vulnérable. Et mon ministre, comme les gens le qualifient, c'est un ministre de terrain. Et il a toujours dit, là où il y a des problèmes, il faut aller rapidement là-bas. C'est pourquoi au niveau, que ce soit à Nyono, que ce soit à Ségou, que ce soit à Mopti, même au niveau de certaines régions du Nord, nous avons toujours été là-bas et apporté un peu d'accompagnement à la population pour qu'ils puissent au moins supporter cette période et trouver une solution définitive à la situation. Et je pense qu'après la sécurité, c'est l'action humanitaire qui est inscrite dans l'agenda du gouvernement. Donc l'État est en train de faire de telle sorte qu'en réalité, on puisse trouver une solution à la situation qui est posée. Alors, M. Maïga, quels sont les défis aujourd'hui liés au travail des humanitaires? On sait que nous sommes dans une situation de crise depuis plus d'une décennie et une crise qui se répand un peu partout. On était au nord, maintenant on est au centre et quelques parties du sud aussi sont concernées. Est-ce qu'aujourd'hui les défis deviennent de plus en plus importants? Les défis, le premier défi pour nous, en tant qu'organisation humanitaire, c'est surtout le défi d'accès aux populations. Parce que vous pouvez avoir toutes les ressources et les moyens pour assister les populations. Quand vous n'avez pas l'accès facile aux populations, c'est très difficile. Et je crois que ça, c'est un défi qui est là. Le second défi, c'est le défi même de la mobilisation des ressources, des moyens pour assister les populations. Aujourd'hui, le contexte du pays, de façon spécifique, mais le contexte général aussi mondial fait qu'il y a une raréfaction des ressources financières, des moyens techniques pour appuyer les populations. Et quand on prend le contexte du Mali, souvent aujourd'hui, on a même des difficultés à amener des coopérants au niveau du Mali. Et en ce qui concerne les moyens, les ressources, comme l'a dit M. Camara, on a aujourd'hui des difficultés à
faire des transferts de fonds, parce que la plupart des ressources qui vont dans l'humanitaire, c'est des ressources aussi qui sont obtenues à travers des bailleurs de fonds externes. Et on a aujourd'hui des difficultés à pouvoir faire des transferts de fonds au Mali. Et souvent, on est obligé d'aller faire des jonglages pour envoyer de l'argent dans un autre pays qui ne fait pas partie de la CEDEAO ou qui a une banque intermédiaire qui n'est pas une banque européenne pour pouvoir envoyer de l'argent. Et cela impacte les chronogrammes de nos programmes, mais ça impacte aussi l'effet, l'impact que nous avons de notre action sur les populations vulnérables. Donc, et en plus de cela, on a aussi un défi de coordination. Parce que c'est vrai qu'il y a une organisation qui est là, qui est OCHA, mais en même temps, les ONG, chacun, effectivement, veut avoir son fanion, chacun veut présenter son fanion, alors que si on était mieux coordonnés, et on pouvait apporter une assistance holistique aux populations tout en tenant compte de leurs besoins réels. Parce que les besoins réels des populations, c'est eux qui les définissent. Ce n'est pas nous, les organisations. Donc, moi, je crois que c'est un peu le défi que nous avons aujourd'hui. Mais est-ce que ce problème de coordination se pose au niveau des organisations non gouvernementales seulement, ou bien même avec le département? Non, en fait, c'est qu'on a aujourd'hui, il faut se féliciter d'avoir les différents clusters qui existent. Il y a des clusters qui existent. Il y a cette coordination aussi qui fonctionne malambola, mais c'est quand même quand tu vas sur le terrain, effectivement, les organisations, malgré cette tentative, malgré de pouvoir coordonner les actions, de faire en sorte qu'on ne se marche pas sur les pieds et que notre action puisse effectivement apporter beaucoup plus d'impact aux populations, il se trouve que on n'a pas suffisamment organisé, coordonné pour faire en sorte que les différents acteurs sur le terrain puissent donner l'assistance aux populations en tenant compte des besoins réels des populations et en s'intégrant aussi dans les grandes lignes des orientations que l'État donne par rapport à cette assistance. Alors, Ibrahim Makoné, votre organisation est interpellée, vous êtes chargé de la coordination. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit exactement quand on parle de Agence onusienne de coordination des actions humanitaires? Alors, très bien, merci pour la question. Et effectivement, c'est le premier pilier de notre mandat. Quand on parle de coordination, il y a plusieurs choses, plusieurs actions dedans. Mais peut-être avant d'entrer dans les détails, ce qu'il faut comprendre, quand on parle de OCHA ou de coordination humanitaire, il y a un peu de confusion. Et la coordination pour OCHA, c'est seulement le volet humanitaire. Parce que vous l'avez dit, nous sommes une agence des Nations Unies, mais il y a d'autres agences des Nations Unies qui font autre chose. Alors, coordination humanitaire, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Quand il y a une situation malencontreuse quelque part, catastrophe naturelle ou toute autre chose, comme maintenant on est dans une situation de post-conflit, afin que tous les acteurs humanitaires ne se retrouvent pas au même endroit, au même moment, OCHA intervient à ce moment. C'est là qu'on parle du premier niveau de coordination. Donc, l'idée ici, c'est quoi? Il ne faut pas qu'on se retrouve tous au même endroit, en train de faire les mêmes choses, alors que les besoins se trouvent peut-être ailleurs, à quelques kilomètres ou à quelques dizaines de mètres. Donc, c'est à ce niveau qu'on parle de coordination. Quand on fait l'évaluation, on s'assure ou on fait de telle sorte que, et par exemple, la Croix-Rouge malienne peut dire, nous on apporte par exemple une assistance en non-vivre. Une autre organisation va dire, nous on apporte une assistance en eau, en hygiène et en assaisonnement. Une autre organisation va parler par exemple de tout ce qui est nourriture. Donc, il y a des cadres de coordination à ce niveau. Tantôt, M. Maïka parlait de clusters, ce sont les groupes thématiques. Donc, il y a par exemple le groupe thématique éducation. Il y a le groupe thématique eau, hygiène, assainissement. Donc les différents groupes sont tous, on va dire, coordonnés par OCHA. OCHA fait le secrétariat en fait de ces groupes-là. Donc il y a beaucoup de concertations ici au niveau national,
mais aussi dans les régions. Mais M. Maïga a relevé des difficultés au niveau de cette coordination. Oui, j'en arrive. Justement, vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. On est conscient qu'il y a des difficultés, mais nous travaillons tous les jours justement pour amoindrir justement ces difficultés. Parce que si on dit qu'on va travailler pour qu'il n'y ait pas de contraintes ou bien pour qu'il n'y ait, comment on appelle, qu'il y ait une imperfection totale, ce sera peut-être parler un peu trop. En tout cas, nous travaillons dans la mesure du possible pour essayer justement de diminuer justement les difficultés de coordination ou d'insuffisance de coordination. Mais il l'a dit, parfois, il y a, je ne dirais pas des doublons, mais l'attraction ou la tentation de vouloir justement faire de la visibilité, ça fait que parfois il peut y avoir des difficultés. Mais croyez-moi, nous travaillons ensemble, même si nous sommes dans un système humanitaire où la Croix-Rouge en tant que telle, elle est observatrice, mais nous travaillons ensemble main dans la main avec aussi les services de l'État. D'accord. Il y a des difficultés, nous en sommes conscients, mais nous travaillons justement pour les alléger, voire les éliminer. D'accord. Monsieur Camara, quelle est la part de l'État, la partition de l'État dans cette coordination? Vous n'êtes pas impliqué ou bien vous participez à tout ça? Si, l'État participe pleinement parce que l'État est le garant de l'action humanitaire dans le pays. Et on essaie tant bien que mal, on est conscient parce que quand notre ministre est arrivé aux affaires, la première des choses que nous avons fait, c'est d'essayer d'évaluer ce constat. Nous l'avons fait. Par exemple, à Mopti, il y avait tous les acteurs humanitaires non étatiques qui étaient à Mopti, mais par exemple à Djenné, il y avait peu qui étaient là-bas, alors qu'il y avait un besoin réel au niveau de Djenné. Mais chaque fois que nous constatons ce genre de choses, nous essayons de faire des rencontres au niveau de notre département, avec naturellement OCHA comme tête de file qui organise un peu les actions des acteurs humanitaires internationaux, mais aussi nous invitons aussi les ONG privées, disons nationales, qui aussi travaillent dans le secteur. Parce que le problème est que vous pouvez trouver dans certaines communes 5 ou 10 ONG qui travaillent dans le même domaine d'addiction d'eau. Alors qu'il y a une commune à côté qui n'a pas du tout d'eau, ils ne veulent pas aller. Comme ils ont dit, il y a cette guerre de leadership qui est là. Par exemple, au niveau de Nyono, les camps déplacés de Nyono, les déplacés qui étaient dans les écoles, quand on les fait sortir pour qu'ils soient installés, on avait demandé à travers OCHA que tous les acteurs puissent intervenir. Ce n'a pas été facile, mais finalement, nous avons dit qu'il faudrait qu'on aille vers ça. Aujourd'hui, c'est que le ministre l'instruction du président de la République que notre ministre est en train de mettre en œuvre, c'est ce qu'on part de l'humanitaire vers le développement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'aide l'humanitaire soit tout le temps là. Il faut que les gens qu'on accompagne, qu'on les accompagne à un moment donné, qu'eux-mêmes ils soient indépendants. Et pour cela, les différents acteurs qui interviennent, il faut qu'ils travaillent en synergie. Si ça, ce n'est pas le cas, ça pose problème. Au niveau du département, on a fait ça. Et puis, on essaie tout le temps de faire des rencontres avec les différents acteurs pour leur dire, voilà ce que l'État veut. Et quand on est arrivé au pouvoir, on a trouvé aussi qu'il y avait aussi des ONG non nationaux qui intervenaient et qui n'avertissaient aucune structure étatique, ni le gouverneur, ni le préfet. Donc ils venaient, ils intervenaient. On a dit non, il faudrait qu'on essaie d'organiser tout ça. Désormais, chaque acteur qui intervient sur le plan humanitaire à l'intérieur du Mali doit pouvoir s'identifier auprès des autorités pour que l'action soit mieux coordonnée. Cela n'était pas le cas? C'était le cas, mais ce n'était pas aussi mieux organisé que ça. Par exemple, les directions régionales les différentes directions du développement social à l'intérieur n'étaient pas tout le temps associées à des actions. C'est-à-dire qu'il y a des organisations qui permanemment les associent à leurs actions, comme OCHA, qui est la Croix-Rouge, UNICEF et comme ça. Mais il y a beaucoup d'autres en réalité qui viennent sur le terrain, qui agissent, et ensuite on voit l'image. C'est ce travail qu'on a demandé que cela soit fait sous le chapeau d'OCHA qui travaille comme coordonnateur des différentes organisations internationales qui amènent des actions humanitaires, mais aussi les autres acteurs qui interviennent, que tout ça là en réalité travaille sous
le regard vigilant de l'État. D'accord. Monsieur Maïga, nous sommes dans un contexte où maintenant il y a beaucoup d'opérations militaires d'envergure. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des difficultés à coordonner ces actions, les actions humanitaires et avec ces opérations militaires? Est-ce que malgré ces opérations, vous parvenez à travailler convenablement? Non, en fait, ces opérations militaires n'entravent pas du tout les opérations humanitaires que nous menons. Et au contraire, souvent, ça le facilite. Parce que nous, que ce soit avant même les conflits et pendant les conflits, et ça, c'est notre mandat, notre travail, c'est de former tous les contingents qui sortent de l'armée, on les forme sur le droit international humanitaire. Et en les formant sur le droit international, ils apprennent à connaître le mandat de la Croix-Rouge, ils apprennent à connaître la neutralité, l'impartialité et le mandat de la Croix-Rouge, tout en sachant ce que c'est que le droit international humanitaire. Et en même temps, la plupart d'entre eux, nous les formons aussi au premier secours, qui est une activité phare aussi de la Croix-Rouge. Et donc, ce qu'il y a à faire, c'est que lorsque, effectivement, nous travaillons sur la base de mandats, mais aussi il y a des règlements, des procédures que nous suivons. Par exemple, quand les forces armées interviennent, ils sont en opération, en ce moment, nous n'intervenons pas. Nous attendons que les combats cessent et en ce moment-là, nous apportons les secours aux personnes de quelque bord que ce soit les populations, l'armée ou d'autres groupes armés. Toutes les personnes qui ont besoin d'assistance, de notre assistance, nous les apportons l'assistance après les combats. Mais est-ce que vous bénéficiez de la protection de ces acteurs qui sont sur le terrain? En fait, nous ne demandons pas la protection des acteurs sur le terrain. Ce que nous demandons, c'est seulement le respect des principes de la Croix-Rouge, des mandats du mouvement, mais aussi des principes humanitaires de façon générale, pas seulement les principes de la Croix-Rouge, mais les principes humanitaires de façon générale, qui sont des principes de neutralité et de principes d'impartialité dans notre action. Et dans ce sens-là, nous ne cherchons pas. Par exemple, quand vous remarquez, quand nous sommes en déplacement, nous ne rentrons généralement pas dans des escortes de l'armée. Et nous ne voulons pas, parce que tout simplement, nous ne voulons pas nous identifier avec l'armée régulière, ni avec les groupes armés, parce que nous sommes une organisation neutre et impartiale. Et maintenant, en ce qui concerne l'assistance, l'appui, non, nous ne demandons pas cela. Nous demandons tout simplement de respecter les principes d'impartialité et de neutralité des organisations humanitaires. Alors ça, c'est une question d'un internaute, un de nos abonnés, qui demande pourquoi le nexus action militaire, action humanitaire et développement n'a pas efficacement fonctionné. Si vous pouvez nous expliquer d'abord c'est quoi cette approche nexus. Je pense que M. Camara avait brièvement abordé la question. Le nexus humanitaire et développement, c'est un nouveau concept en réalité. Un nouveau concept, comme il l'a dit, l'action humanitaire, généralement, elle intervient dans des situations d'urgence. Et ce n'est pas quelque chose qui est appelé à être pérenne. Donc c'est pourquoi, à un moment donné, les différents acteurs se sont réunis, ils ont réfléchi, ils ont dit qu'est-ce que nous pouvons faire le jour où nous allons arrêter les actions, les opérations humanitaires. C'est là que le concept de développement a été associé. Donc désormais, on essaye de travailler en associant les deux, humanitaire et développement, pour que le jour où l'assistance alimentaire, l'assistance non alimentaire s'arrête, pour que les populations qui étaient assistées ne soient pas vraiment dépendantes de ces assistances-là. Mais est-ce que ça marche? Alors, je disais tantôt que c'était un nouveau concept, donc c'est quelque chose qui a du mal justement à s'implanter, à prendre forme. Mais ce n'est pas seulement propre au Mali. Partout dans les pays où il y a les crises, le nexus a du mal justement à prendre forme. Pourquoi? On est même passé des nexus humanitaire développement. On ajoute maintenant un troisième pilier qu'on appelle paix. Donc maintenant on parle de triple nexus humanitaire, développement et paix au lieu de humanitaire et développement seulement. Parce que le Mali, comme beaucoup d'autres pays, ont connu des crises. Et
l'après-crise, c'est-à-dire la période post-crise, est toujours difficile à gérer parce que les communautés, il y a eu des affrontements communautaires, donc une méfiance s'installe. Donc c'est en ce moment difficile justement de restaurer la confiance les uns envers les autres. Donc c'est pour cela qu'on parle de paix et puis d'action de cohésion sociale. Donc on ne peut pas donner une réponse en une seule phrase pour dire que voici la raison pourquoi le Nexus ne marche pas. Mais il y a beaucoup de facteurs dont le premier justement c'est passé quelque chose de nouveau. Donc il va falloir un peu de temps pour que les différentes actions là, marchent parce qu'à un moment donné où depuis très longtemps d'ailleurs, les acteurs humanitaires et les acteurs de développement ne travaillaient pas ensemble. Et maintenant ils sont appelés à travailler ensemble. Donc c'est ce qui fait qu'il y a quand même des difficultés. Alors, M. Camara, nous sommes dans, je le répète, nous sommes dans un contexte de crise qui, voilà, malgré les efforts de part et d'autre, jusque-là, il y a des zones où c'est compliqué. Qu'est-ce que l'État est en train de faire pour que les personnes qui sont dans ces zones-là puissent bénéficier de l'assistance qu'il faut de la part de l'État? Je pense qu'on a un peu évoqué une partie. Au niveau de notre département qui est en charge de l'action humanitaire, on a initié un plan de réponse par rapport à la situation humanitaire au Mali. D'abord, la première des choses qui est en train d'être faite, c'est juste quand l'armée passe, qu'on apporte rapidement de l'aide à la population qui a été sécurisée. Parce que nous avons fait le constat, quand l'armée passe, quand il n'y a pas d'aide automatiquement, la population qui a été sécurisée va sortir pour aller chercher ses besoins ailleurs. Donc pour éviter cela, on a essayé un peu, à chaque fois que l'armée passe quelque part, nous intervenons un peu à ce niveau. Mais au-delà de ça, il s'agissait d'accompagner le retour de la population. Mais le retour de la population, en accompagnant cela, il s'agit aussi d'accompagner la population qui est restée sur place dans ces zones. Avec les accompagnants dans la réalisation des AGL, des activités génératrices de revenus. Donc, quand les accompagner dans ce sens, mais au-delà de ça, les accompagner en termes de sensibilisation. Parce que ce que nous attendons un peu à Bamako, dans les différents sites des déplacés, c'est ce que les uns et les autres nous disent tout le temps. Ce que nous n'avons pas si fait dans notre localité d'origine, on est en train de le faire à Bamako, c'est-à-dire vivre ensemble. Donc, cela a un coût. C'est pourquoi il y a cet aspect de paix qui est ajouté à l'action humanitaire, développement et paix. Parce que ça ne sert à rien de faire venir les gens ou de demander à ce que la population qui reste, qui a des difficultés, sans pouvoir les accompagner. Et d'ailleurs, pour faciliter un peu cela, parce que tout le monde ne peut pas retourner dans leur localité d'origine, notre département a initié le village Espoir, qui sont des sites de transit, où en réalité la population va être là-bas avec des activités génératives. Ils vont être formés, ils vont faire un temps et ensuite ils vont retourner dans leur lieu d'origine. C'est des sites sécurisés? C'est des sites sécurisés, naturellement. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est palpable, par exemple, du début de l'opération de militaire à aujourd'hui, il y a 54 000 personnes quand même qui sont retournées volontairement après le passage de l'armée dans leur localité. Volontairement, sans accompagnement de l'État. Ça veut dire que quelque part, en réalité, c'est en train de prendre forme. Mais il faut aller au-delà de tout ça. Parce que comme je l'ai dit, il y a plus de 360 000 personnes déplacées. Et tout récemment, pour une première fois, la situation au niveau de Ménaka a fait que certaines personnes de Ménaka sont déplacées vers Kidal. Donc, il s'agit d'aller vite dans la mise en œuvre de ce programme, juste après la sécurisation, que l'aide vient et ensuite qu'on accompagne la population dans la mise en œuvre des activités génératives de revenus, mais aussi qu'on les aide. Quand je parle d'activités génératives, il y a aussi les activités qui font auparavant, c'est-à-dire la plupart c'est des cultivateurs et des éleveurs. Maintenant, de créer des addictions d'eau pour en ce qui concerne les éleveurs, mais aussi aider les producteurs à ce qu'ils puissent au moins produire de façon sereine. Donc, en réalité, la mise en œuvre est en cours, mais comme on l'a dit, il faut qu'on accélère la tendance. D'accord. Monsieur Maïga, comment maintenir une situation humanitaire stable dans des zones où, après le passage de l'armée, des groupes armés violents reviennent? Comment on peut maintenir la situation humanitaire stable là-bas?
Bon, la situation humanitaire, moi je crois que... En fait, je voudrais un peu nuancer aussi l'élément par rapport à la liaison que nous faisons entre les activités d'assistance d'urgence et les activités de relèvement. En fait, on ne parle pas de développement déjà. Pour nous, on parle d'activités d'assistance d'urgence et de relèvement souvent précoce, de relèvement précoce. Et ça, à notre sens, ça fonctionne assez bien. Si ça ne fonctionnait pas aujourd'hui, effectivement, on allait voir des situations de déplacement beaucoup plus grandes que ce que nous avons aujourd'hui. Et donc, à ce niveau, ce qu'il faut faire, c'est effectivement aller dans ce sens-là, et apporter l'assistance aux populations d'urgence. Parce que nous, on ne parle pas d'intervention de l'armée ou d'intervention d'autres groupes. Mais les populations, que ce soit au cours de ces interventions ou avant, sont dans des situations difficiles. Et ce qu'il faut faire, c'est de faire une évaluation des besoins. Et quand vous faites les évaluations, comme nous sommes en train de le faire actuellement à Ménaka, nous sommes en train de le faire à Gao, nous sommes en train de le faire à Mopti et ailleurs, chaque fois on fait des évaluations, on se rend compte que tout de suite, il y a des besoins immédiats. Et c'est ce qu'on appelle l'urgence. Et là, on les fournit les besoins immédiats. Après ces besoins immédiats, on va dans ce qu'on appelle le relèvement précoce. Et on fait et tout cela, nous le faisons avec les différents acteurs et le ministère de tutelle, qui est le ministère effectivement du développement social. Et nous, quand on cible ces personnes-là, aujourd'hui, nous sommes en train de donner, par exemple, de l'argent, du cash, à plus de 28 000 ménages dans les régions de Gao, Tombouctou, Mopti et Ségou. Et ces cash-là, il y a le cash inconditionnel. C'est-à-dire, vous leur donnez l'argent, c'est eux qui savent quels sont les besoins. Ensuite, pour leur permettre effectivement de faire du relèvement, nous leur donnons ce qu'on appelle le cash inconditionnel, le cash conditionnel. Et donc, avec ce cash conditionnel-là, on les aide à identifier les activités génératrices de revenus. Si c'était des agriculteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire effectivement pour reconstituer leurs moyens d'existence? Si c'était des éleveurs, qu'est-ce qu'ils vont faire pour reconstituer? Et souvent, on a même ce qu'on appelle le cash for work, où s'ils ont des pistes dégradées, s'ils ont des travaux d'intérêt public, alors nous les payons pour faire ce travail-là. Donc pour nous, je crois que pour, encore une fois, maintenir la stabilité, faire en sorte que les populations ne retombent pas dans les situations de précarité, il faut continuer à lier l'assistance d'urgence au relèvement. Mais est-ce que vous faites souvent objet de menaces sur le terrain? On aurait appris que pour que vous puissiez mener vos actions sur le terrain, pour que vous puissiez vous déplacer dans la tranquillité, qu'il vous arrive souvent de traiter, de négocier avec des groupes armés violents sur le terrain. Est-ce que cela est vrai? Et si oui, est-ce que c'est permis dans le cadre de votre travail, de l'action humanitaire? En fait, nous, comme je vous l'ai dit encore une fois, dans notre concept, on ne qualifie personne de groupe armé violent ou de groupe armé non violent. On sait qu'il y a des acteurs sur le terrain. Et nous, pour nous permettre effectivement d'accéder les populations, parce que nous, notre objectif, c'est accéder aux populations et leur donner l'assistance qu'il faut. Et à ce moment-là, effectivement, nous discutons avec tous les acteurs sur le terrain pour nous permettre d'avoir l'accès à ces populations-là. Tous les acteurs sur le terrain. Alors, Ibrahim Kone, aujourd'hui, nous voyons que les défis sont nombreux. Hein, le nombre de déplacés, même si M. Maïga l'a dit, qu'il n'y a pas eu, grâce à certaines actions, il n'y a pas eu assez de déplacés ces derniers temps. Mais nous savons que vous avez des défis comme la mobilisation des ressources. Aujourd'hui, est-ce que les organisations humanitaires, on peut estimer de quoi elles ont besoin aujourd'hui pour pouvoir assurer cette mission d'assistance? Je pense que les besoins sont, depuis le début de cette émission, je pense qu'on a beaucoup parlé soit directement ou indirectement des besoins. Les besoins sont énormes. Et notre premier besoin, on va dire, est de faciliter l'accès. Je pense que M. Maïga l'avait dit avant moi. Parce qu'on peut avoir des ressources,
Mais si on n'a pas justement accès aux populations qui sont dans les besoins, nos ressources ne serviront pas à grand-chose. Qui doivent faciliter cet accès? Alors, l'accès humanitaire est très important pour nous. Il y a des zones qui échappent, on va dire, au contrôle des autorités. Et il l'a dit avant moi, quand il y a des acteurs dans toutes ces zones, donc nous avons des gens qui essayent justement d'entrer en contact avec tous les acteurs, parce que nous avons un mandat justement humanitaire, donc nous sommes neutres, on ne prend pas parti. On essaye d'entrer en contact justement avec tous les acteurs, les sensibiliser à notre travail pour dire que nous ne prenons pas parti, nous sommes là pour les populations qui sont dans les besoins. Et dans la plupart du cas, les négociations se passent bien et on arrive à faire notre travail. Le premier défi vraiment, c'est comment accéder à ces populations. Le deuxième défi, vous l'avez parlé, c'est le financement. Et je pense que ça avait été dit aussi dans ce débat. Et c'est le monde entier qui connaît maintenant une période où il y a beaucoup de crises un peu partout dans le monde, des crises multiformes. Et vu que l'essentiel du financement vient aussi de l'extérieur, donc le Mali seul n'est pas touché par la crise, ça fait que les fonds qui sont destinés à nous ont diminué. Ces fonds ont diminué non seulement, mais l'argent arrive aussi même en retard. Tout ceci impacte justement sur la qualité de l'assistance humanitaire. Et toujours en termes d'accès, je pense que ça avait été dit aussi, on est confronté à beaucoup de banditisme. Banditisme dans le sens où les acteurs humanitaires sont souvent vus dans des véhicules et ils sont ciblés pour leur matériel de travail. Alors que sans matériel, on ne peut pas travailler. Les partenaires sont ciblés, ils sont cambriolés, on prend leur argent. Parfois, c'est des blessures. Dans des cas graves même, il y a eu des morts d'hommes. Donc ça, ce sont vraiment des défis auxquels nous sommes confrontés au quotidien. D'accord. Nous sommes sous sanctions, M. Camara. On ne sait pas encore quand est-ce que ces sanctions seront levées, alors qu'on vient de dire que ces sanctions aussi impactent négativement le travail des humanitaires. Qu'est-ce que le gouvernement a prévu au cas où cette situation perdurait? Je pense que gouverner, c'est prévenir. Donc, au niveau du gouvernement, je pense qu'un certain nombre de dispositions ont été déjà prises parce que le plan de réponse humanitaire dont je vous ai parlé, c'est sur instruction du président de la République et du Premier ministre que notre département l'a élaboré. Donc, à ce niveau, je pense qu'il y a un certain nombre de ressources qui sont mises à notre disposition pour pouvoir faire face à cette situation humanitaire. Ça ne répond pas totalement, ça ne permet pas de couvrir l'ensemble des besoins, mais les plus urgents sont pris en compte et pour pouvoir au moins atténuer la situation. Mais au-delà de tout ça, comme mes co-débatteurs l'ont dit, les différents partenaires de l'État qui sont ces organisations internationales, ils essaient tant bien mal avec le peu de moyens qu'ils ont pour intervenir. Il s'agit pour nous au niveau du gouvernement, chaque fois que les opérations militaires passent quelque part, que l'humanitaire vienne rapidement pour soulager la population. Mais au-delà de ça, partout où il y a moyen d'aller aider la population, je pense que nous travaillons aussi avec nos partenaires humanitaires pour que leur accès soit facile. Par exemple, si vous prenez le cas de Maribougou, Maribougou a toujours été ravitaillé par certains de nos partenaires de l'État. Farabougou, la même chose. Donc, c'est un peu cette collaboration qui permet, à plus de ce que l'État fait, la collaboration avec nos partenaires arrive à satisfaire souvent les besoins. Ce n'est pas facile, certes, parce que ce que nous voulons faire concrètement, c'est arriver à satisfaire l'ensemble de la population. Mais ce n'est pas pour le moment facile. D'accord, d'accord. Même si ce n'est pas facile, la collaboration avec les partenaires continue. Alors, c'est sur ce qu'on va clore ce débat qui parlait aujourd'hui de l'action humanitaire. Quels sont les défis au Mali? Nos invités étaient Mahamadou Lamine Camara, chargé de mission au ministère, délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés, des déplacés, Nouhoum Maïga, secrétaire général national de la Croix-Rouge malienne, et Ibrahima Koné, chargé de communication
à OCHA. OCHA, c'est l'agence des Nations Unies chargée de la coordination des actions humanitaires au Mali. Cette émission a été mise en onde par Salim Diouara. À la régie vidéo, il y avait Nouhoum Djire et il a été présenté par Sikou Gadjigo. Merci à toutes et à tous. À demain pour un autre numéro du Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.